c'est parti. Donc, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être parmi nous, pour ce, 4e webinaire de la série de webinaires qu'on a organisé dans le cadre, du réseau de porteurs de projets en sciences et recherches participatives sur les sols. Comme je le disais, ce webinaire est enregistré, donc vous pouvez retrouver les 3 premiers webinaires, sur notre chaîne YouTube. Celui-ci sera également disponible dans les prochaines, semaines, si jamais ensuite vous voulez le partager ou le revoir, ou si vous devez, éventuellement quitter, plus tôt. Donc moi, je suis Mégane Roncier, je suis co-animatrice, de ce réseau de porteurs de projets en sciences et recherches participatives sur les sols. Et il y a Clément, Descarpentries qui est présent parmi nous également, l'autre animateur, de ce réseau. Et donc, il interviendra par la suite au moment des questions-réponses, et c'est lui qui va aussi s'occuper un petit peu du chat et éventuellement de vous partager des ressources. Donc voilà, ce réseau, il est porté par, l'AFES, l'Association française pour l'étude du sol, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Donc on est une association qui porte différents projets, en lien avec, la protection des sols, notamment ce réseau. Je pense avoir tout dit. Donc on va pouvoir laisser la parole, à notre intervenante du jour. Enfin déjà, sinon j'ai oublié de vous dire un peu ce qui va se passer en termes de timing. Donc il va y avoir une première partie intervention, et ensuite pendant une vingtaine de minutes, 25 minutes, et ensuite on aura vraiment un grand temps d'échange, sur la deuxième partie par rapport à ce qui a été dit. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat à l'écrit, mais n'hésitez pas aussi à les garder et à les poser, en seconde partie. Donc je vais laisser, la parole à Apolline Auclair, et je vais aussi lui laisser, se présenter sous ses différentes casquettes parce qu'elle en a un certain nombre, pour donc une présentation autour de la question: «Comment les jeux peuvent faciliter la recherche participative sur les sols?» À toi, Apolline. Alors, est-ce que vous voyez bien mon écran déjà? Oui, OK, très bien. super. Donc, je vais me présenter. Donc oui, je suis Apolline Auclair, maître de conférence en écologie des sols. Je précise bien écologie et pas sociologie. Vous allez voir que je vais proposer quelques concepts en sociologie quand même, vu le sujet. Et donc, je suis enseignante-chercheuse depuis 11 ans à l'ENSAIA. Donc, je cite l'école d'ingénieurs dans laquelle je suis enseignante, puisque vous allez voir que je vais présenter un projet que j'ai proposé à des étudiants. Et donc, nous formons des ingénieurs en agronomie et en industrie alimentaire dans cette école qui est située à Nancy. Et mes recherches sont au laboratoire Sol et Environnement. Donc, vous verrez que c'est pas mal de retours d'expérience que je peux réaliser puisque je suis investie dans les sciences participatives depuis 7 ans maintenant avec la création de l'outil Jardi Biodive qui permet de faire connaître la biodiversité des sols aussi bien aux citoyens qu'aux chercheurs puisqu'on connaît peu de choses sur ces organismes. Et puis, en 2022, j'ai participé à la co-création de Cubes, vous en avez peut-être entendu parler, donc avec Viginature, le Muséum d'histoire naturelle et tout plein d'autres partenaires puisqu'on souhaite aussi étudier la biodiversité des sols grâce à ces propositions de protocole. Voilà, donc je vais juste voir si les diapos passent. C'est bon? Tout passe? Je Et oui, c'est préfère... bon. Super, je préfère toujours vérifier que la technique fonctionne. Alors, déjà, pour introduire, vous avez compris qu'on souhaite tenter d'intégrer tout ce qui est approche jeu ou jeu sérieux. Donc, on a choisi de nommer jeu, mais bien sûr, on pense jeu sérieux, dans le projet de réseau de porteurs de projets en sciences et recherches participatives sur les sols, qui est porté par la FES, puisque je pense, vous allez le voir, on va le dire de plus en plus, nous voyons vraiment des synergies entre les jeux sérieux et les projets de recherche participative. Alors, ce qui me fait plaisir, et c'est un peu pour ça que j'ai eu l'idée d'être plus au niveau des jeux, mais aussi des sciences participatives, et je vous donnerai des cas concrets plus tard, c'est que le sol est proposé enfin, j'ai bien écrit ça, comme sujet à connaître. C'est assez récent, hein, puisque comme je vous dis, ça fait depuis 11 ans aussi que je fais de la médiation scientifique, et je suis très heureuse de voir que les citoyens se questionnent aussi sur les sols, il n'y a pas que les chercheurs. On voit les programmes scolaires évoluer puisque au niveau sixième et en seconde, il y a le sol qui est intégré. Même en prépa, BCPST, le sol a toute sa part dans les programmes. On a vu la loi climat et résilience toute récente et j'espère qu'elle va perdurer avec l'objectif de zéro artificialisation nette qui propose la fonctionnalité des sols, ce qui fait que les personnes sont censées savoir ce que c'est le sol.
Et puis l'avancement au niveau européen de la directive cadre sur les sols, on a de l'espoir qu'elle passe enfin. Des prises de conscience, je pense, elles y sont si on questionne les citoyens par rapport aux inondations. On le voit même à la météo, hein, parfois ils parlent des sols assez facilement. Les techniques agricoles aussi qui sont questionnées aujourd'hui par rapport, depuis quelque temps, hein, bien entendu, mais peut-être encore plus aujourd'hui par rapport à la vie des sols, par exemple. L'îlot de chaleur urbain, des thèmes qu'on voit apparaître en ville puisqu'il fait très chaud quand il y a du bitume et qu'on a un sol minéralisé. Ce que je pense, c'est qu'il reste très méconnu ce sol, puisque on le voit déjà, ben, il n'y a pas de loi réelle de protection hein, sur ces sols, ce qui fait qu'il n'y a pas trop d'intérêt. Et puis en plus, tout ce qui est pédologie et écologie des sols sont des disciplines rares. Si vous regardez, on est très peu de chercheurs ou très peu de connaisseurs sur ces sujets. Donc ça pose un souci. Du coup, quand on s'intéresse au sol, si vous avez participé déjà à la fresque du sol, vous avez peut-être remarqué, l'écosystème sol est très complexe. Donc, il y a beaucoup de mots, beaucoup de définitions, beaucoup de concepts, beaucoup d'enjeux qui peuvent être inconnus ou même méconnus. Et quand on parle de composition du sol, déjà, hein, quand on enseigne sur ces sujets-là, il y a la biologie à traiter, la physique du sol, la chimie du sol, ce qui fait beaucoup, beaucoup d'éléments à comprendre. Il y a le fonctionnement aussi, il y a les usages qu'on en fait, donc là, de nombreux, puisque le sol est un peu à la base de tout, comme j'aime bien dire. Et puis, bien sûr, on arrive à tout ce qui est notion de service écosystémique, donc comment l'humain se sert, entre guillemets, de ce sol. Et bien sûr, pour ne pas oublier, tous les impacts liés à l'homme, donc les impacts anthropiques. Donc clairement, pourquoi on pourrait voir des liens entre les jeux sérieux et les sciences participatives? Alors là, j'ai proposé des définitions à travers mes différentes lectures très rapides d'articles de sociologie, vous verrez, j'en citerai un après, et puis ma réflexion personnelle. Pour moi, le jeu, c'est découvrir, apprendre certains concepts, des éléments associés au sol en s'amusant. Donc personnellement, hein, en tant qu'enseignante, j'utilise le jeu de cette famille, La vie cachée des sols, justement en TD, donc en travaux dirigés face aux étudiants, pour montrer la complexité du réseau trophique de la biodiversité des sols. Donc pour moi, ça me parle beaucoup d'utiliser ce genre de support, même pour apprendre. Et puis donc donner envie de s'intéresser personnellement et collectivement. Je pense que ça peut être très bien quand on a des jeux collectifs, bien entendu, hein, ça dépend du format de jeu. Ça peut apporter des réflexions et de la conscientisation, comme le mot peut être utilisé parfois. La sensibilisation, c'est-à-dire on s'éveille à quelque chose qu'on ne connaît pas, et la médiation quand il y a justement des ressources pédagogiques derrière ce jeu. Par contre, ou en complément, j'oserais dire, donc le projet de science ou de recherche participative, ce serait d'aller plus loin en devenant acteur. Donc là, moi, je pense aux travaux pratiques qu'on peut proposer dans nos démarches d'enseignement en participant au monitoring. Donc clairement, hein, c'est l'objectif, logiquement, des projets de recherche participative. Agréger des données scientifiques, et je l'ai déjà dit, elles sont rares pour le sol et sa biodiversité, donc il y a toute la place pour développer ce genre d'approche et aider à la connaissance collective dans une volonté de conservation. Découvrir la démarche scientifique, bien entendu, c'est aussi un objectif qui peut être présent dans ces projets. Et donc appréhender, découvrir concrètement, sensibiliser. Et aussi, on peut réaliser un peu de médiation. Donc ça dépend du projet, hein, mais c'est souvent inconscient, mais on le fait en fait malgré nous. Donc là, justement, un article que j'ai trouvé qui est assez récent, qui montre que notre proposition dans ce réseau de sciences et recherches participatives sur les sols de rassembler avec les jeux sérieux n'est pas complètement folle, puisqu'en effet, on trouve des synergies. Et puis, bien sûr, là, donc, dans cet article, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a la notion de gamification ou ludification, si vous voulez le mot en français, qui montre en fait que, donc je ne vais pas aller dans le détail, mais vous avez la ressource, ça peut montrer que nos projets de recherche participative, où des fois les volontaires ont du mal à rester longtemps dans nos projets parce qu'ils s'essoufflent, la gamification pourrait accompagner dans le long terme en quelque sorte, puisque ça donne plus envie de continuer à avancer sur des connaissances. Voilà, donc ça c'était aussi une autre approche qui peut être présente aussi dans le lien entre jeux sérieux et sciences participatives. Donc, clairement, je l'ai déjà dit, les sols et leur biodiversité sont difficiles à appréhender, à étudier. Donc, aussi bien pour les chercheurs, puisqu'on est peu, comme j'ai pu vous le dire. Donc, on ne peut pas aller, par exemple, dans tous les jardins des citoyens pour évaluer, par exemple, si la biodiversité est présente. C'est un peu pour ça que j'avais créé Jardi Biodiv, puisque ça permettait aux citoyens eux-mêmes d'étudier la biodiversité et pour moi de pouvoir avoir ces données.
Et puis, les jeux, puisque j'ai remarqué, vous verrez, je liste des retours d'expérience d'enseignants ou de personnes dans des associations que j'ai pu rencontrer, c'est que c'est toujours intéressant de pouvoir aller plus loin dans certains concepts et définitions. Donc pour moi, clairement, ils ont leur place et ils se complètent. Et donc voici les retours d'expérience, enfin, certains que j'ai pu entendre depuis 7 ans avec l'accompagnement que je fais autour de Jardi Biodive. Clairement, on me demande d'éveiller la curiosité. Donc ça, c'est énorme parce qu'on a beau créer, nous, des outils en tant que scientifiques, si on n'éveille pas la curiosité, ces outils vont être peut-être peu utilisés. Donc clairement, un jeu qui pourrait être, on va dire, avant, par exemple, pourrait permettre déjà d'éveiller cette curiosité. Et certains enseignants me l'ont demandé, est-ce que j'aurais pas un jeu à proposer justement avant d'aller utiliser Jardi Biodive ou Cubes, par exemple, sur la biodiversité des sols dans leur thématique scolaire. Ensuite, donc le jeu comme outil pédagogique, bien entendu, si on intègre dedans des précisions, des définitions, là vous comprenez bien que même l'enseignant, quand il est en primaire, il est au secondaire, parfois les concepts de sol et tous les composants du sol sont peut-être pas toujours clairs pour eux. Donc si on peut leur créer un jeu pour permettre d'avoir ces connaissances, ça peut être bien. Et là, en fait, je parlais de support d'accompagnement, donc ça peut être un document, mais quand il y a des animateurs derrière qui animent le jeu et qui présentent à des enseignants et des élèves, c'est encore mieux, puisque là, c'est encore plus vivant et compréhensible pour les personnes. Et donc, l'intérêt pour la continuité pédagogique, je l'ai déjà dit, hein, clairement, moi j'en vois. Ça dépend bien sûr du temps qu'on peut avoir face à nous, des objectifs de chacun, vous imaginez bien, puisqu'on n'a pas tous les mêmes besoins et envies. Et puis, bah, comme je vous l'ai dit, le côté collectif à long terme, l'engagement collectif à long terme sur les sujets de conservation des sols, pour moi, ça paraît évident. Si on peut s'amuser et en même temps agréger des données, pourquoi pas? Donc, du coup, pour moi, les jeux et les projets de sciences participatives ont toute leur place. Voilà, donc ça, c'était un peu, vous entendez, ma vision, bien sûr qu'on a partagé avec d'autres personnes, mais clairement, j'ose dire que c'est la mienne, comme ça, vous pourrez avoir toute votre perception également. Et là, donc, par rapport à cette idée-là, moi, ce qui m'est venu, c'est de proposer aux étudiants de l'ENSAIA, puisqu'on demande à nos ingénieurs d'apprendre à communiquer, de savoir communiquer et de simplifier les informations. Je trouvais très pertinent de proposer un projet de base de médiation et déjà de lister en fait tous les jeux sérieux qu'on pourrait avoir. Donc j'en ai parlé avec la FES et bien sûr on a trouvé ça pertinent pour avancer ce listing de jeux sérieux existants. Donc là, je ne vais pas tout vous lire hein, sur les diapos, j'ai choisi de les garder, comme ça vous pourrez relire après l'enregistrement si vous souhaitez tous les détails. Ça correspond déjà un peu à ce que j'ai dit. Et donc là, hein, comme je vous dis, dans ce projet étudiant, donc qui s'est placé de janvier jusqu'à mai 2024, les étudiants ont des créneaux alloués exprès pour ce projet. Et donc là, l'idée était pour eux de proposer un inventaire des jeux sérieux, créer un système d'évaluation et mettre en place un outil d'aide aux personnes intéressées. Donc vous allez voir qu'ils ont tenté de faire tout ça et avec brio. Donc je me permets de dire merci à Léo qui est présent. Donc là vous voyez les 8 étudiants qui ont pu participer au projet. Ils sont en vacances cette semaine et donc au moins un était disponible. Donc merci beaucoup Léo d'être présent. Vous n'hésiterez pas à lui poser des questions si vous avez des questions de détails sur leur projet. Voilà, donc la mise en place d'une cartographie, hein, vous avez compris. Ce qu'ils entendaient par jeu sérieux, eux, clairement, c'est les objectifs, donc sensibiliser à une cause, informer, apprendre en groupe, communiquer, les moyens, donc l'interactivité, comme on l'a dit, le plaisir, puisque autant se faire plaisir quand on apprend, des règles simples et une forme ludique et pédagogique. Et donc là, vous voyez toute la démarche. Donc bien sûr, des recherches bibliographiques, le test des jeux. Donc c'est un projet sympa puisqu'ils avaient à tester des jeux pour évaluer quels critères peuvent être intéressants pour classer tous ces jeux. Créer la fameuse base de données, proposer un système de notation. Donc là, je vous présenterai à quoi ils ont pensé. Proposer des fiches récapitulatives qui pourraient être directement utilisées dans le centre de ressources du site internet de la FES, un contact avec les auteurs si possible pour évaluer si leurs fiches sont bonnes ou moins bonnes, et puis l'outil d'aide à la décision qu'ils ont réfléchi. Donc bien sûr, la recherche bibliographique, c'est sur Internet, avec quelques mots en anglais aussi quand même, et puis bien sûr, profiter de la plateforme scientifique Gamae, qui agrège déjà pas mal de jeux sérieux sur des thématiques agri-environnementales, territoriales ou alimentaires. Et puis donc, comme je vous ai dit, le test des jeux. Et qu'est-ce que ça a donné? En fait, ils ont évalué un total de 24 jeux sérieux, dont 3 jeux vidéo et 6 activités pédagogiques.
Donc là, je ne vais pas dans le détail, on pourra en reparler si vous souhaitez. On n'a pas trop de temps, mais en tout cas, toutes les infos sont là. Et à droite, vous voyez un gros tableau pour vous montrer que, façon ingénieur, ils ont essayé de lister plein de critères possibles. Et on voit, en fait, par exemple, le nombre de joueurs, le nombre de niveaux, la langue, le lieu où ça se joue, etc. L'objectif est en fait de s'en servir pour un outil d'aide à la décision qui pourrait être directement utilisé par un utilisateur intéressé. Après, je vous en reparlerai. Ensuite, la notation, donc là, il y a encore plus d'écriture sur ma diapo, vous aurez le temps de tout lire, mais en tout cas, l'objectif était d'évaluer des critères basés sur les principales caractéristiques qu'on peut attendre d'un jeu. Du coup, pour les étudiants, c'était de juger la facilité de mise en place du jeu, de la compréhension des règles, du déroulement, de la durée du jeu et de la pertinence des informations apportées. En fait, l'objectif était de se mettre à la place d'un enseignant, par exemple, ou d'un élève ou d'un citoyen qui souhaiteraient utiliser le jeu et ils ont proposé leurs propres critères de notation. Donc là, vous en voyez donc soit en rouge, soit en jaune, soit en vert, le vert étant le plus facile. Hein. Après, chaque critère a ses définitions particulières. Par exemple, l'appropriation du jeu, pour en citer un, hein, l'idée c'est les règles sont simples et rapides à comprendre. Donc forcément, c'est en vert, alors que si vous êtes plus en rouge, règles et déroulement des différentes phases du jeu complexe, vous comprenez bien que la notation est un peu plus basse. Voilà, donc ça c'est un exemple et vous voyez tous ces critères qui ont pu être utilisés, ce qui fait une grosse grille, comme vous voyez en haut à gauche, que je n'ai pas voulu mettre en très grand, mais c'est beau, il y a des couleurs vertes, jaunes et rouges. L'objectif est bien sûr d'aider à la décision après de choisir quel jeu par rapport à l'utilisateur. Et donc après, les fiches récapitulatives ont été réalisées par rapport à ce système de notation. Pareil, je ne vous montre pas tout ce qui a été fait sur les jeux qui ont été listés. Et puis, contact avec les créateurs afin qu'ils fassent un retour sur cette fiche quand c'était possible. Et puis, donc là, vous voyez, l'objectif, c'est la publication sur le site de la FES. Donc, ça va être fait sous peu. Et puis, donc, la création d'outils d'aide à la décision. En fait, l'objectif de cet outil était si vous êtes enseignant, par exemple, vous allez sur le site de la FES, si possible, et vous dites, bah voilà, moi j'ai 10 minutes devant moi, les objectifs que je veux dans ma séance, c'est ceux-là, et par exemple, j'ai 13 élèves face à moi. Donc, quel jeu correspond le mieux à mon besoin? C'était un peu ça, hein, l'idée de l'outil d'aide à la décision. Donc, on a un début de cet outil. Après, l'idée serait de prendre plus de temps. Et en plus, avec la plateforme informatique de la FES, on ne pouvait pas le créer en tant que tel. Donc, il faudrait créer un outil à côté pour l'intégrer dans la FES. Donc, vous voyez que c'est des perspectives de ce projet. Voilà, donc l'idée, c'est de compléter la cartographie et les critères qui sont proposés par les étudiants, puisque vous voyez que c'est une proposition. Bien sûr, on pourrait discuter de tout ça. Hein, c'est l'objectif. Le but était de démarrer une telle liste. Évaluer la rigueur des informations proposées dans les jeux, puisque ça peut être un besoin quand une association crée un jeu, par exemple. Parfois, ils ont des besoins de relecture par des spécialistes pour évaluer à quel point c'est rigoureux ou pas. Donc, bien sûr, ça pourrait être évalué. Avoir un retour des utilisateurs des jeux afin de revoir les critères de notation, puisque vous avez bien vu que l'idée, c'est de se mettre à la place d'un joueur ou d'un utilisateur. Après, le mieux, c'est de les interviewer et d'avoir leur vrai retour. Voir comment placer ces informations sur le site de la FES. Comme je vous l'ai dit, il y a des petits besoins en termes d'outils informatiques à régler. Et puis, bien sûr, puisque l'objectif est de faire un réseau hein, dans ce webinaire et en plus dans notre réseau SRP, donc relier cette dynamique avec le projet Solix que je vais introduire juste après. Je sais que Amandine, je pense, est présente et Alexandra qui ont participé à ce projet sont là, donc pourront compléter par rapport à ce que je vais raconter. Bien sûr, revenir vers la plateforme Gamae. L'idée, c'est pas de travailler tout seul et de faire des outils différents. Et puis, il y a des dynamismes, par exemple, au Muséum d'histoire naturelle de Paris, aussi sur le lieu entre le lien entre les jeux et les sciences participatives. Donc, autant faire ensemble. Et puis, peut-être d'autres qu'on ne connaît pas et on est dans la demande. Si vous avez d'autres initiatives, n'hésitez pas. Et puis, bien sûr, moi, clairement, en tant que chercheuse, hein, je trouverais hyper pertinent, surtout qu'on se lance de plus en plus dans l'interdisciplinarité, d'évaluer ce que j'oserais appeler la montée en compétence des utilisateurs quand on arrive à intégrer vraiment des jeux, des projets de sciences participatives autour d'un même projet. Donc là, avec les spécialistes en sociologie ou en pédagogie également.
Voilà, donc je vais rapidement introduire le projet Solix pour vous montrer qu'en fait, de façon étrange, en même temps que l'idée est venue de notre côté à l'ENSAIA de faire cette liste de jeux sérieux, le projet Solix a aussi eu la volonté de développer cette liste déjà de tout type de médiation autour des sols pour sensibiliser le public et évaluer quelles ressources on a déjà. Et puis également de créer un jeu qui s'appelle Solitaire, donc je vais en parler très rapidement. Et puis l'objectif aussi, vous voyez, c'est vraiment interdisciplinaire puisque il s'agit d'évaluer tout ce qui est impact de ce jeu sur les connaissances et les habitudes de consommation des utilisateurs, donc la consommation de tous les produits qui viennent du sol. Donc il y a aussi enfin, cette volonté-là dans ce projet-là. Alors, donc là, je remercie Alexandra. Donc, on avait quand même échangé pardon, pendant son master, donc son stage de fin d'études. Donc là, l'idée était pour elle de faire l'inventaire des moyens de médiation et pas que les jeux sérieux. Donc là, vous voyez, jeux sérieux, programmes participatifs, cahiers d'activités, les réseaux sociaux, les livres, etc. Et donc, ce qui est assez rigolo, j'ai essayé de croiser. Donc là, vous avez la liste de tous les jeux sérieux et les critères qu'elle-même a créés par rapport aux jeux sérieux qu'elle a rencontrés sur les sols. Et en fait, il se trouve il y en a 14, donc elle en a listé 18, et il y en a 14 qui sont communs aux étudiants NSAIA. Donc vous voyez que chacun a sa liste, il y en a qui sont en commun et d'autres non. Donc on ne sait pas encore pourquoi, donc là ça nous donne plein de ressources et d'études à faire en plus pour évaluer de comment ça se fait qu'un jeu est là et pas ailleurs. Donc ça, on aura tout le temps de prendre le temps d'étudier ce genre de liste. En tout cas, on a un bon début pour déjà faire cette cartographie qui est très importante. Et puis donc je finis sur le jeu solitaire. Donc le type de jeu est en ligne mono-joueur. Et donc l'idée c'est de baser sur la fresque du sol et d'aller encore plus loin. Et l'objectif c'est de découvrir ce qui compose les sols, leur fonctionnement, les services et les menaces associées et comment agir pour leur gestion durable. Donc tout ce que j'ai dit au tout début, donc c'est chouette. J'ai hâte de voir le résultat de ce jeu. Et le public cible, le grand public, avec 4 étapes qui correspondent à des niveaux de connaissances et des badges à valider. Donc là, vous voyez, les badges, en plus, c'est un peu la gamification. Ça donne envie d'aller toujours plus loin parce qu'il y a des choses à gagner. Donc voilà pour cet exemple de jeu. Je crois que j'ai terminé. Ah oui, bien sûr, je fais de la publicité pour leur projet Solix puisqu'on aime travailler tous ensemble. Et donc là, vous voyez, si ces sujets que là, j'ai juste introduits vous intéressent, le 17 décembre, tout le collectif de Solix propose un workshop. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Il y a Amandine qui est présente et qui pourra faire un retour si elle souhaite. Voilà pour ma présentation. Merci Apolline. Merci beaucoup, c'était très riche et très dense. Tu as tenu le timing, bravo. Mais voilà, vous avez reçu beaucoup d'informations, donc on va vraiment pouvoir prendre le temps maintenant de revenir sur des notions qu'elle a abordées, peut-être dès le début sur son, on va dire si vous avez des questions sur son expérience, sur ce projet étudiant, il y a Léo aussi qui est là, qui peut éventuellement répondre à des questions, puisque c'est lui qui était au sein du groupe. Mais sinon, Apolline, en tant que professeure référente de ce groupe, est là pour y répondre, ou peut-être d'autres questions plus globales sur cette question du jeu dans les sciences et recherches participatives. En tout cas, une des casquettes que j'avais oublié de mentionner d'Apolline, c'est qu'elle fait partie du COPIL, du comité de pilotage et du comité technique du réseau de sciences et recherches participatives sur les sols. Donc, elle travaille vraiment très proche avec nous sur ce réseau et elle nous apporte toute son expérience et ses connaissances et sa motivation voilà, autour de cette question. Il y a eu plusieurs choses qui vous ont été partagées dans le chat au fil des échanges. Le lien vers le centre de ressources, donc effectivement le centre de ressources qui existe, dans lequel vont être référencés va être référencé le travail des étudiants, dans lequel aussi on référencera ce webinaire et différentes ressources. Voilà pour avoir fait une petite pause entre les deux temps. Est-ce que il y a déjà des... J'ai pas, je crois pas avoir vu de questions écrites dans le chat au fur et à mesure, mais est-ce que peut-être je proposerais, vu que tu as fini ta présentation avec, avec le projet Solix et Solitaire, peut-être que Alexandra ou j'ai oublié le prénom de... c'est deux Alexandra d'ailleurs, peut-être bien?
Amandine? Amandine. Amandine, pardon. Alexandra ou Amandine, est-ce que vous souhaitez peut-être rajouter des choses sur ce projet avant qu'on Ouais. ouvre la voie aux questions? Oui. Bah, alors bonjour, moi c'est Alexandra du coup qui était en stage sur le projet Solix. Alors malheureusement je crois que Amandine n'est pas présente, je l'ai pas vue dans la liste des participants. Euh, D'accord. alors du coup en joker, si jamais Laurie Dune, je vois qu'elle est dans les participantes, souhaite apporter un complément parce qu'elle était mon encadrante côté école pendant que j'étais en stage. Alors peut-être dans les points qui n'ont... Enfin en tout cas la présentation était très complète, merci beaucoup à Pauline. Concernant le projet, je ne sais plus si ça a été mentionné que donc le jeu solitaire a été créé en étant pensé comme une adaptation de la fresque du sol dans un format beaucoup plus court parce que la fresque du sol nécessite 3 heures d'animation. Et l'intérêt de passer au format jeu en ligne, c'était de passer sur un format beaucoup plus court, donc un jeu jouable en environ 15 minutes, pour peut-être essayer de toucher des personnes qui seraient réticentes à aller réaliser un atelier pendant 3 heures. Donc là, c'est le premier point que je pouvais apporter. Autrement, je pense qu'on verra en fonction des questions s'il y en a D'accord. dans la salle. Ok. Bah, je précise qu'effectivement, c'est oui, effectivement, on peut dire que c'est un condensé. J'ai mis le lien vers le jeu dans le chat si jamais vous êtes curieux d'aller voir. Ça peut être très bien effectivement un condensé, comme quand je l'ai testé moi la semaine dernière, là, je l'ai découvert et testé. J'ai tout de suite dit à Clément, ça peut aussi être un moyen pour les animateurs de la fresque du sol. Ah bah voilà, Amandine, elle était là, elle est partie, elle revient. Donc ça peut être un moyen pour les animateurs aussi de la fresque du sol de faire un premier d'attiser un peu la curiosité et de commencer à aborder certaines notions. Donc, je vois qu'il y a certains animateurs de la fresque du sol qui sont parmi nous. Ça peut aussi être un moyen, ça, dans le mail d'introduction que vous envoyez avant, de dire bah, si vous voulez déjà faire un petit jeu en amont, voilà, et ça dure 5 minutes, et ça peut permettre que les gens aient déjà, je sais pas, vu certains mots qui vont être abordés certains mots, certaines notions qui vont être abordées pendant la fresque. Hem, Vraiment, n'hésitez pas si vous avez des questions à lever la main et je vous donnerai la parole au fil du temps. Mais Clément, tu voulais Je... intervenir? Alors, je vois une personne qui vient de lever la main, Oui. Timothée Lebrun. Ben, vous pouvez prendre la parole. Bonjour, merci Merci. beaucoup. C'était pour réagir, du coup, pour vous remercier pour la présentation qui était vraiment riche, beaucoup de choses extrêmement intéressantes et plein de liens super utiles. Et du coup, je réagis parce que je travaille au Dôme, je m'appelle Timothée, et on a créé un observatoire du jeu de culture scientifique où on recense aussi les jeux de culture scientifique comme ceux qui ont été présentés. Du coup, ça serait super si on pouvait avoir un petit rapprochement aussi de ces initiatives-là. Et puis, je suis aussi très intéressé peut-être d'en savoir un peu plus sur les outils d'évaluation, notamment parce que on va organiser un webinaire évalué par le jeu prochainement et du coup, ça permet aussi de voir un peu les ressources qu'on a imaginées pour évaluer les jeux et ça me paraît vraiment important parce que c'est pas si facile de trouver des outils comme ceux qui ont été présentés qui m'ont l'air vraiment géniaux. Et pour rebondir aussi sur la question du jeu et de la recherche participative, il y a le réseau Participarc qui organise des temps d'échange sur le jeu et la recherche participative. Donc, le prochain il est 14 novembre, donc c'est pour savoir si vous aviez l'information. Oui, merci effectivement, Timothée. J'en ai pas parlé, mais je vais essayer de trouver l'info et puis on va le partager. Et je crois que Participark, Apolline le mentionnait à la fin de son diapo. Oui. Et le diapo d'ailleurs sera aussi disponible, hein. Je crois pas que je l'avais dit, mais il sera disponible. Sophie? Oui, mais j'avais une petite question pour Apolline. Merci beaucoup déjà pour cette présentation très intéressante. Je me demandais, est-ce que dans le classement que vous avez fait des jeux par rapport au projet de SRP, est-ce qu'on peut apprécier le moment du projet adéquat pour utiliser tel et tel jeu? Par là, je veux dire, est-ce qu'il y a des jeux qui sont plus adaptés pour sensibiliser et donner envie de s'impliquer dans les sols, et puis d'autres qui sont plus orientés sur consolider un groupe, consolider un projet et faire de la cohésion dans un groupe déjà constitué? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais en termes de phasage et de moment du projet adapté pour utiliser tel ou tel jeu, est-ce qu'on a cette finesse de lecture ou pas encore? Alors, bah, je vais répondre à ta question, Sophie. Non, on n'avait pas fait autant dans le détail. Après, Léo, je vais me permettre de te donner la parole justement pour que tu reparles des critères, si tu te rappelles encore de ton projet.
comme tu es présent, ce sera encore mieux. Et je sais que c'était toi aussi qui as fait le gros travail de notation. Donc, si tu souhaites dire pourquoi tu as eu l'idée de certains éléments à noter plutôt que d'autres, ce serait chouette. Oui, bonjour. Du coup, c'est vrai que c'est un critère qui est assez pertinent, mais nous, on n'y a pas pensé. On essaie de se mettre à la place de personnes qui cherchaient un jeu. Et parce qu'on était quelques-uns à avoir eu le BAFA, on s'est dit, tiens, quand on cherche un jeu, qu'est-ce qui est intéressant de savoir en amont pour préparer le jeu et tout. Et donc, du coup, c'est comme ça qu'on est arrivé à ces critères-là, mais c'est une liste qui est pas complète. Je pense qu'il y a peut-être d'autres critères qui peuvent être pertinents. Nous, on a mis ceux auxquels on a pensé, mais on en a peut-être oublié certains, ou il y en a peut-être d'autres qui ne sont pas si pertinents. Ça peut être à retravailler aussi, quoi. Ok, merci. Et il est vrai qu'on s'était mis dans la peau des enseignants parce que des premiers retours, moi, que j'avais avec Jardy Biodiff, c'était une demande, voilà, j'aimerais commencer avec mes élèves avec un jeu parce que les jeux sérieux sont des outils pédagogiques en vogue et c'est très bien d'ailleurs parce qu'au moins on s'amuse, même nous, les enseignants, en même temps que les élèves. Et donc, je pense qu'on avait un peu ce biais-là. Par contre, on n'a pas pris le temps encore d'aller dans tout ce qui est démarche de recherche participative et en effet, ce serait typiquement intéressant. En tout cas, ce que je vois aujourd'hui, c'est qu'on va souvent se lancer avec des groupes de personnes autour d'un outil ou d'un protocole de sciences participatives ou d'un projet de sciences participatives. Et de l'autre côté, il y aura un jeu qui sera utilisé ailleurs. Et pour l'instant, d'après moi, on n'a pas réussi à faire les deux. Pourtant, il y a des demandes. Donc, je pense qu'en effet, Sophie, avec les critères que tu dis, il serait vraiment intéressant à partir de la base qu'on a de penser à ça, en effet, oui. Merci pour cette réponse. Je vois que Emmanuel a la main levée. Hello, donc comme j'ai raté une partie du webinaire, peut-être que ma question est inappropriée. J'imagine que vous réagirez si c'est le cas. Est-ce que dans vos critères d'évaluation, vous intégrez le gameplay, c'est-à-dire vraiment l'aspect jeu, purement jeu, des outils que vous avez? C'est-à-dire, parce qu'effectivement, bon, avoir des badges et des choses comme ça sont des mécaniques venant de jeux, mais qui ne sont pas vraiment du jeu. C'est des choses qui peuvent encourager, mais ça existe par exemple quand vous achetez des pizzas et que vous en avez acheté 10, vous en avez une 11e gratuite. Donc, c'est pas forcément purement jeu. Ce qui est purement jeu, c'est vraiment l'aspect de faire prendre des décisions dans des environnements incertains et trouver assez amusant de faire ses choix dans ces environnements. Et donc, est-ce qu'au moins d'un point de vue subjectif pour les utilisateurs, est-ce que vous les avez interrogés sur est-ce que ce jeu vous plaît, est-ce que vous avez aimé y jouer, donc d'évaluer la jouabilité, au-delà de l'aspect purement éducatif? Alors, je vais me permettre de répondre et relancerai la question auprès d'Alexandra et Amandine, comme je vois qu'Amandine a pu se reconnecter. Alors, nous, par rapport au projet là, étudiant qui a été proposé, non, parce que je crois qu'on n'a pas les compétences pour... Moi, je suis écologue en plus, hein, donc je pense que ça, c'est plus presque de la sociologie ou voire de la pédagogie évaluée. À quel point on s'amuse, ça, je ne sais pas du tout comment identifier ça et évaluer ça. Et en plus, on n'a pas eu ce temps de mettre des personnes autour d'une table jouer un jeu. Là, c'est seulement les étudiants qui les ont testés pour évaluer des critères qu'ils trouvaient pertinents dans un premier temps. Donc nous, on n'a pas eu du tout de phase malheureuse. Enfin, c'est passé assez vite, en fait, le projet. Donc on n'a pas pu questionner les utilisateurs plus que ça. Peut-être Amandine, dans le Ouais. projet, Et je me permets aussi, si jamais il y a d'autres porteurs de projets ou des porteurs de jeux, n'hésitez pas surtout à prendre la parole pour partager vos expériences, comme Clément l'a indiqué dans le chat. Amandine, peut-être, tu veux... Oui, merci. Désolée, je me suis un peu embrouillée dans le décalage horaire. Donc je me suis connectée tardivement. Alors, c'est vrai que nous, on n'a pas... Enfin, je sais pas, alors je vais répondre pour le projet Solix avec le jeu solitaire. Donc, il y a eu un inventaire des jeux fait par Alexandra, hein, une étudiante. Et quand même, ce qui était ressorti, c'est qu'on étudie peu l'impact du jeu sur les gens. Donc, on a un peu en tête, c'est d'essayer de faire un retour d'expérience. Voilà, si ça va un peu dans le sens de votre question. Après, donc, comment évaluer? Nous, on n'était pas vraiment sur les étapes du jeu. Est-ce que vraiment c'est ludique ou pas? On était plutôt sur en quoi le jeu a permis d'apprendre quelque chose, donc des connaissances acquises.
et est-ce que ça peut motiver des changements en termes de comportement. Donc nous, c'était des comportements de consommateurs. Donc on travaille avec des chercheurs en sciences de gestion, hein, en sciences de gestion et marketing. Et donc eux, ils définissent donc des questionnaires avant et après pour essayer d'évaluer. Et sur le jeu, par exemple les jeux en ligne, on a plein d'indicateurs. Donc par exemple, est-ce que les gens ont cliqué sur les aides? Combien de temps ils ont passé sur chaque phase? Euh, et voilà. Enfin, donc on essaye d'avoir des retours pour savoir comment s'est passée l'expérience du jeu quelque part. Mais c'est vrai qu'on n'a pas demandé précisément, enfin, on leur demande est-ce que ça leur a plu, mais pas est-ce que les étapes ont été faites. Et sachant que nous, le jeu, c'est un peu un dérivé de la fresque du sol et c'est pas vraiment faire des choix. C'est, enfin, il y a des choix à faire, mais c'est par rapport à des connaissances. Ça reste très basique. Donc peut-être que ce genre de choses serait plus adapté sur des jeux de groupe où on a plus une dynamique collective. Voilà, c'est ce que je peux dire. Merci Amandine. Emmanuel, est-ce que ta question sous-entendait effectivement un besoin ou un... C'est parce que c'est souvent le cas sur des projets qui sont pas forcément, qui impliquent pas forcément des gens qui créent des jeux ou des gens qui étudient le jeu, comme en France, il y a l'École nationale des jeux, qui est quand même maintenant une institution, et donc qui fait de la recherche. Nous, au Cologne Game Lab aussi, en Allemagne, on fait de la recherche sur les jeux, autant sur l'aspect étudier le phénomène, savoir comment on peut améliorer la réception, mais aussi les concevoir, tout simplement avoir le regard de gens qui créent des jeux constamment. Et donc, dans ce genre de processus, enfin, c'est juste un conseil, à moins que vous l'ayez déjà tenté, c'est essayer d'impliquer quelqu'un qui fait des jeux ou qui les étudie, mais vraiment pour l'aspect ludique. Parce que pour avoir contribué, ça fait 15 ans que je fais des jeux qui impliquent de la collaboration avec des experts de domaine. Il y a souvent le piège de, bon, ce sont les experts qui travaillent entre eux, qui créent un jeu, et peut-être que là, et qui créent des jeux avec, pardonnez-moi pour l'expression, mais limités par leur propre connaissance des jeux, et pas forcément sur la manière dont on les crée. Et donc, ça peut créer des projets qui sont pédagogiquement peut-être fiables, mais qui au final ne sont pas des jeux. Un quiz, par exemple, n'est pas un jeu. C'est tel qu'on le conçoit de nos jours, quoi. C'est pas un jeu, c'est une évaluation du savoir. Donc, et des fois, il y a des trucs comme ça. Donc, c'est juste pour dire, vous suggérez, est-ce que vous pouvez, avec les moyens, d'impliquer les personnes qui sont des faiseurs de jeux dans vos réflexions. Voilà. Ok, merci Emmanuel. Effectivement, c'est un bon, voilà, une bonne remarque sur aussi la définition de ce que c'est vraiment ce qu'on appelle jeu, probablement. Et là, on est sur une définition assez large. Mais je comprends qu'effectivement, en tant qu'expert, ce soit important bah, de noter cette remarque. Amandine, tu as de nouveau la main levée, je ne sais pas si... Oui. Oui, alors justement, en essayant de développer des jeux ici là, à Madagascar, on avait échangé avec un collègue, Didier Génin du LPED, qui a développé un jeu, ça s'appelle, je me rappelle plus, mais c'était en effet des décisions de plateau et il a utilisé des conseils de quelqu'un, un professionnel du jeu, et en effet, il nous en a fait un retour très positif. Donc, je pense qu'il y a quand même certains chercheurs, pas forcément sur le sol, hein, mais qui ont eu cette démarche et qui pourraient aussi euh, contribuer et partager leur expérience. Merci Amandine. Il y a une question de Géraldine. Il y a une main levée de Géraldine. Je ne sais pas si ça veut dire une question, mais... Géraldine, on ne vous entend pas, hein, si jamais votre Oui, micro oui, est, non, mais est coupé. Ah, ça y est. mon micro était coupé, pardon. Oui. C'est plus une remarque à vos questionnements, parce que moi, je suis inspectrice en agronomie à la DGER. Et donc, nous, on essaie d'initier, de former des enseignants à l'utilisation de jeux sérieux, surtout pour aborder la question du changement dans nos pratiques agricoles. Et donc, on a fait une formation juste avant les vacances de la Toussaint. Et pour vous dire sur les aspects ludiques, ce que disent les enseignants, c'est que très souvent, les étudiants ou les élèves se prennent complètement au jeu.
parfois ils en oublient toutes les notions. Donc derrière, ils font un travail de fond pour reprendre les aspects pédagogiques, mais que vraiment, pour certains, ils sont là, ils veulent être des winners, ils veulent gagner. Enfin voilà, ils oublient les enjeux finalement des jeux. Hein. Donc, on avait parlé de Mimix et Cofito, enfin des différents sur le sol aussi, sur différents jeux, mais si ça fonctionne bien. Alors c'est vrai que certains jeux sont plus ludiques que d'autres. Mais l'idée que ce soit ludique pour les enseignants, ça ne les gêne pas parce qu'après, ils vont pouvoir retravailler des notions pédagogiques dans un contexte où ils ont pris plaisir à jouer. Et pour eux, c'est important qu'ils aient ce plaisir autour des apprentissages. Voilà, c'était juste ce témoignage. Merci Oui, Géraldine. je vais me Claudine? permettre de prendre la parole puisque, comme je vous l'ai dit, ça fait 10 ans là que j'utilise La vie cachée des sols. Donc, c'est un jeu de 7 familles sur les groupes de faune du sol et micro-organismes, etc. Et en fait, je propose aux étudiants, donc j'ai fait des fiches un peu plus compliquées par rapport à la carte, et ils se mettent par famille, c'est en TD, et en fait, après, ils vont au tableau, ils font deviner le nom des organismes à tout le monde, et après, on fait les réseaux trophiques de plus en plus complexes. Donc oui, en effet, je confirme, je pense qu'ils s'amusent bien. Après, ce qu'ils retiennent, c'est plus compliqué. Je fais le test en leur demandant en troisième année de quoi ils se rappellent en première année. Bon, ils ont passé un bon moment, donc bon, c'est déjà chouette, hein, mais en effet, il y a le côté, bah, c'est un peu ce qu'on disait, le côté ludique, le côté pédagogique. Je trouve que c'est un peu toujours difficile de mettre vraiment les deux au même niveau. Ou alors, bah, de toute façon, on le sait, hein, dans la pédagogie, le mieux, c'est de répéter. Donc, peut-être à nous d'utiliser ce jeu et plus tard de refaire quelque chose pour leur permettre de retenir les informations importantes. Enfin, voilà. Je confirme, ça rejoint ce que vous avez dit, oui. Merci Apolline pour la précision. Timothée? C'était pour rebondir, du coup, effectivement, sur les propos d'Emmanuel, où l'intérêt d'avoir des game designers associés à la démarche, c'est justement pour avoir des mécanismes de jeu qui contiennent directement le message qu'on essaie de faire passer. Et du coup, je pense que vous vivez par rapport à ça, c'est que comme le mécanisme de jeu n'est pas directement associé à l'apprentissage, et ben en fait, derrière, il faut faire un débrief plus conséquent et faire un plus gros travail pour accrocher l'expérience de jeu à l'apprentissage. Et du coup, selon comment on conçoit le jeu, on peut faire une fusion un peu plus souple entre les deux. Et du coup, je rebondis sur une question que je voulais adresser aussi à Pauline, parce que alors moi, j'ai travaillé sur des projets de conception de jeux de société, et c'est toujours beaucoup plus compliqué de faire la recherche participative par du jeu de société que par du jeu vidéo, notamment parce que le jeu vidéo, ça permet de gérer des bases de données, des contributions plus facilement. Et du coup, on anime aussi le projet Cube. Enfin, on anime des ateliers sur Cube. Et du coup, je voulais poser la question à Pauline, est-ce que au moment de créer des projets de recherche participative comme Cubes, il y a un moment où on peut ouvrir la voie à utiliser le jeu comme étant une partie essentielle de la recherche? Ou est-ce que c'est envisageable de le faire après que le protocole ait été créé? Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une porte ouverte pour qu'on puisse intégrer du jeu de société dans ce genre de projet? Alors, je pense que ce serait très pertinent. La seule chose que je vois le plus fréquemment quand j'accompagne Jardi Biodive, et je laisserai Camilla Andrade qui est présente, là, elle pourra parler de cubes encore mieux que moi. En fait, personnellement, je vois que les gens manquent de temps. En fait, c'est souvent ça la contrainte maximale. Donc, c'est ça mon blocage là, à l'instant, pour tenter de répondre à cette question. Et c'est pour ça, enfin, moi, je le vois d'un peu d'une autre façon. Jardi Biodive, par exemple, j'ai eu la chance d'avoir une application smartphone. Donc, j'avais démarré en 2017 juste avec un site internet, et après, application smartphone qui arrive en 2020. Et là, enfin, je vais dire explosion, mais limite, hein, parce que ça reste la biodiversité des sols, c'est pas l'observation des oiseaux. Mais il y a eu beaucoup plus de participation du fait, bah, c'est un peu plus rigolo. Alors, je sais pas si on peut parler de ludique, mais d'utiliser le smartphone pour ça. Voilà, donc c'est le seul élément que je vois. Après, pour moi, en fait, ce sera une séquence différente, c'est-à-dire que bah, voilà, il y a un moment, on se dit, l'enseignant a besoin de faire passer ces concepts-là. Et clairement, moi, ça m'intéresse, hein. Je pense que, bah, un peu comme a dit Sophie, déjà dans nos projets de recherche, comment on peut intégrer des jeux. Et ce que tu dis, Timothée, pour moi, on peut clairement en discuter. Et bah, je pense, en connaissant certains jeux et en voyant les outils qu'on a, peut-être avoir une première piste de test à réaliser avec des enseignants qui souhaiteraient, ce serait chouette. Voilà mon avis. Camilla, je vois que tu as mis ta caméra. Ce serait chouette si tu peux donner ton avis sur Cube. Merci. Oui, bonjour. Bah, en fait, ça va être très rapide parce que moi, je connais
pas très bien les jeux sérieux autour du sol et cetera mais par contre, j'ai identifié vraiment comme, enfin le sujet vraiment intéressant parce que juste dans Cubes, on se rend compte à quel point c'est parfois difficile d'amener, le grand public qui a pas forcément de donc Cubes, c'est vraiment pour donc on n'est pas avec des étudiants, on est plutôt avec du grand public, vraiment qui ont peu très peu de connaissances sur le sol, la biodiversité du sol, le fonctionnement et donc on trouve ça hyper intéressant comme outil pour introduire le sujet, c'est-à-dire avant, voilà, de les amener, comme ça un peu brut, de décoffrage, aller observer la faune du sol, c'est pas évident. Alors, du coup, d'amener, voilà, la curiosité, dont tu parlais, Apolline, par le jeu, pour après, du coup, les amener, vers, la participation, à un programme de sciences participatives, l'observation, la collecte de données et cetera. Hem, voilà, non, enfin moi je trouve ça très intéressant, mais par contre j'ai pas de donc je suis complètement, disponible pour, échanger sur, comment le faire, je sais pas trop. Mais voilà, je pense que c'est vraiment une piste intéressante et voilà et moi j'ai juste du coup que j'ai pas beaucoup identifié de jeux. Pour l'instant, j'ai identifié une fresque, qui est un peu dédiée à la biodive, qui s'appelle l'Atelier des sols vivants, que vous devez connaître sans doute. Voilà et du coup, mais par contre, effectivement, c'est le genre de ça demande de voilà, l'Atelier des sols vivants, c'est comme la fresque, ça demande 3 heures, 2-3 heures, en petit groupe. Mais voilà, c'est à développer, vraiment. Merci Camilla. Clément? Ouais, je voulais rebondir sur les jeux en introduction au programme de sciences et recherche participative. Il y a une fresque qui a été développée par Tous chercheurs, et la personne qui peut être contactée, c'est Pascal Fréclette, qui s'appelle Explicite et qui s'intéresse à la démarche hypothéto-déductive. Et donc l'idée, c'est dans le cadre d'un programme, ça a déjà été utilisé, d'initier les participants à la démarche scientifique. Et pour l'avoir testé, c'est vraiment chouette comme outil et ça peut être appliqué dans plein de programmes de SRP, pas forcément seul. Voilà, c'était juste pour ajouter ça. Et je peux donner la parole à Florian Franctoman de Saint-Ville après moi. Bonjour à tous, merci Clément. Moi, j'avais quelques réactions. Alors, j'ai la chance d'avoir une double casquette. Je suis l'animateur de Solenville, comme tu l'as dit, et surtout, je suis un très grand joueur. J'adore jouer, j'adore les jeux de société. Et du coup, ce qui me fait rebondir sur la remarque d'Emmanuel, que je trouve tout à fait fondée, j'ai très longtemps eu l'occasion d'utiliser, alors utiliser n'est pas le bon mot, mais d'essayer d'utiliser des jeux développés notamment par les CPIE, je vais taper sur personne, mais voilà, des pédagogues, des gens comme ça, qui étaient désespérément pas jouables, ou pas drôles, ou pas ludiques. Et effectivement, on trouve beaucoup de ressources dites jeux qui en réalité ne sont pas jouables du tout. Ou dit autrement, on y joue une fois, mais pas davantage. Et c'est quelque chose, moi, qui me travaille beaucoup et auquel on réfléchit notamment dans le cadre de la démarche Sol en ville. Nous, on a eu la chance de développer notre propre fresque, parce que la fresque du sol n'était pas encore mûre à ce moment-là, donc il y a la fresque des sols vivants, mais qu'on exploite juste sur Strasbourg et sa région, qui marche assez bien, qui a les mêmes défauts que la fresque du sol, il faut 3 heures de temps, les mêmes qualités, c'est vraiment l'opportunité d'un échange beaucoup plus profond et dans le détail, avec des gens qui ne sont pas habitués à prendre autant de temps sur un sujet. En ce qui concerne Explicit, dont parlait Clément, moi je ne l'ai pas testé, mais on l'a fait utiliser à nos stagiaires cet été qui ont adoré et on va l'utiliser dans le cadre aussi de la démarche Tous en Sol qu'on mène avec Nancy MS et Sol Eco, dans le cadre des ateliers qu'on mène avec les participants. Ça a l'air d'être vraiment chouette. Peut-être juste un petit mot aussi sur 2-3 autres choses. Tout le monde connaît le double. Alors, je sais qu'il y a un double des sols qui a été créé, je crois, dans le sud. Nous, on avait pareil, on avait créé le nôtre parce que ça existe en ligne, hein, des outils pour créer des doubles. Et en fait, nous, on y voyait un énorme intérêt, c'est que la plupart des enfants savent nommer sans aucun problème un zèbre, un lion, un tigre, que sais-je. Par contre, dès qu'on va dans des choses un peu compliquées, enfin, même pas compliquées, un cloporte, ils ont du mal. Donc, le double, l'avantage, c'est comme il faut déjà nommer la bestiole pour pouvoir jouer, ben, c'est basique, mais c'est vraiment un outil qui permet d'avancer très très vite parce qu'on est obligé d'apprendre à nommer ces petites bêtes. Et peut-être juste pour compléter là-dessus,
Je suis désolé, je livre des choses un peu pêle-mêle, mais j'ai pris des notes en cours de route que je voulais vous partager. On a eu la chance, il y a 2 ans, lors d'une formation pour de la Maison pour la science en Alsace, donc pour des enseignants, d'accueillir Marc-André Solos, qui a eu un échange avec les enseignants, et c'était très, très drôle, parce qu'il a fait quelque chose qui était très brillant. On était dehors, et en fait, on a fait une espèce de chasse au trésor, c'est-à-dire que régulièrement, il relevait des indices, un turicule, des choses comme ça, et il posait des questions excessivement simples et naïves, c'est-à-dire vraiment des questions d'enfants. Et poser des questions d'enfants à des profs, c'est toujours drôle, parce que ça les désarçonne un petit peu au premier abord. Et moi, je réutilise encore très régulièrement un certain nombre des anecdotes sur les turricoles de vers de terre, sur la couleur des sols, enfin différentes choses qui nous a amené avec vraiment à la fois des éléments très scientifiques et surtout des éléments de raisonnement excessivement simples, accessibles à tous, et qui sont restés. Et du coup, c'est ce que je voulais dire. Je pense qu'il faut qu'on arrive à associer à chaque fois la justesse scientifique et la simplicité de l'accès. Parce que la justesse scientifique, elle reste pas, quoi. Enfin, elle reste pour celui qui a fait le jeu, mais pas pour celui qui l'utilise. Ce qu'il faut, c'est que ce soit qu'il y ait l'anecdote, qu'il y ait la simplicité, qu'il y ait le plaisir, le côté ludique. Et peut-être juste, on est en train de réfléchir à plusieurs choses dans le cadre de Sol en Ville. Un jeu de plateau, parce qu'un jeu de plateau sur le sol, ça serait chouette. Puis moi, j'adore les jeux de plateau. Peut-être aussi un jeu d'amphi, parce qu'on a la chance d'avoir des fois des amphis pleins de gens qui viennent à des confs, à des choses comme ça, et j'adorerais qu'on puisse faire quelque chose sur quelques minutes en faisant réagir un amphi, et jouer avec eux. Et puis dernière chose, on développe depuis cet été, on espère qu'on va continuer un outil qui s'appelle Terriscope, Terre, TE2RE. L'idée, c'est un questionnaire assez simple qu'on aimerait pouvoir utiliser de manière récurrente avec des publics pour, évaluer leur montée en compétences. Et l'idée, en fait, c'est des sciences humaines et sociales, là, hein. C'est d'arriver à identifier un peu des profils types de terriens, quels terriens nous sommes, et peut-être pouvoir les réutiliser en marge d'un certain nombre d'événements, de conférences, ou aussi, pourquoi pas, de séances de jeu, pour voir dans quelle mesure ça change un petit peu leur appréhension du sujet. Voilà, ça faisait partie des trucs que je m'étais noté, mais je trouve ça passionnant en tout cas qu'il y ait un vrai sujet maintenant autour des jeux et du sol, parce que je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire là-dessus. Merci. Merci beaucoup Florian pour toutes ces ressources. Je crois que Clément a dû les prendre en note et en tout cas tout ça pourrait être mis dans les ressources qu'il y aura diffusées avec l'enregistrement qu'on mettra sur la chaîne YouTube. Il y aura tout ça dans les commentaires, enfin, dans la description de la vidéo. On va s'approcher très doucement de la fin de ce webinaire. Je vois qu'il y a encore une main levée. Donc, je vais donner la parole à Françoise et après, en fonction de la durée de cette question, on peut éventuellement encore en prendre une petite dernière et puis après, on va clôturer ce webinaire. Mais pour l'instant, je vous donne la parole, Françoise. Merci pour vous remercier pour ces initiatives sur tous les webinaires. Et j'aurais juste voulu avoir des références sur Explicit. Il faut aller sur... On est-ce l'ai qu'on mis dans pourrait le l'avoir chat, mais Ah, je je l'ai raté on alors. pourra le remettre dans le commentaire de la vidéo. D'accord. Et je vous le remets dans le chat. Il apparaît pas, il apparaît sous quel... Je vous le remets dans le chat. C'est sympa, merci. Parfait. Merci Françoise pour votre question. Oui, il s'est passé pas mal de choses dans le chat aussi, des partages. Est-ce qu'il y a une dernière question ou sinon peut-être Pauline, je te redonnerai la parole si tu veux faire un petit mot de conclusion sur sur tout cet échange. Je vois que les mains sont toujours levées chez Florian et Françoise, mais j'imagine que c'est voilà, vous avez déjà et bah, je sais pas, Pauline, est-ce que tu veux faire un petit mot de clôture? Ok, bah en tout cas, je remercie beaucoup les retours que vous avez faits. Mais j'ai pris plein de notes parce que vous avez remarqué que c'est quelque chose qu'on réfléchit, donc vraiment dans l'idée d'avancer ensemble. Donc les idées que vous avez proposées, le côté ludique et pédagogique, merci de me l'avoir rappelé. C'est vrai que parfois on est trop enseignant, trop chercheur, entre guillemets, et même si on aime s'amuser, on s'amuse d'une certaine façon. Donc le fait de nous le rappeler, c'est vraiment intéressant pour tenter de mieux faire dans nos futurs projets parce que vous voyez que c'est des choses auxquelles on réfléchit de plus en plus. Et pour moi, je pense que c'est vraiment le mieux en termes de cohésion avec le public, de réussir à faire des jeux et en même temps avancer des connaissances avec les sciences participatives et agréger le peu de données qu'on peut avoir sur les sols et la biodiversité, comme j'ai pu le dire au départ. Donc, merci pour ce webinaire. Et je ne sais pas si, Mégane, tu avais d'autres choses à dire. Merci Ouais, beaucoup. je vais clôturer. Merci beaucoup, Apolline. Merci pour ta
disponibilité pour ce webinaire, pour ta présentation et merci à tous effectivement pour vos ajouts. On voudrait juste clôturer ce webinaire par un petit partage. Nous aussi, tout à l'heure, il y a eu des pubs pour d'autres webinaires, mais on va faire notre pub pour... vous voyez mon écran Clément, on voit l'affiche? Oui. Oui. Ok, super. Donc voilà, on voulait vous faire un petit partage puisque la FES organise chaque année la Journée mondiale des sols. Et donc cette année, elle a lieu en Normandie sur le thème des données et informations sur les sols. Donc ça va se passer du 29 novembre au 5 décembre. Si vous êtes en Normandie ou dans un autre coin de France, mais que vous voulez venir nous voir, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet www.fes.fr. Vous allez voir qu'il commence à y avoir pas mal d'informations sur le programme, les intervenants et surtout sur les liens d'inscription. Et on a notamment une journée spécialement dédiée aux sciences et recherches participatives sur les sols. Ce sera un peu le deuxième colloque des sciences et recherches participatives et du réseau de sciences et recherches participatives sur les sols. Donc vraiment tout porteur de projet et toute personne intéressée de près et de loin à la question des recherches participatives est invité à venir le lundi 2 décembre à Caen. Donc c'est le lundi 2 décembre à Caen. Clément a mis le lien également dans le chat, mais on pourra aussi le remettre dans les infos de la vidéo. Donc c'est une journée complète avec une première partie plénière et ensuite on aura une expérience de forum ouvert pour aborder tout un tas de questions. Donc si vous venez avec une question, vous pourrez éventuellement aussi la proposer au collectif et découvrir tout un tas d'autres projets de recherche participative qui pourront nourrir peut-être le vôtre ou votre projet de jeu. Donc ça, c'était pour l'événement. Et donc, rappeler qu'effectivement, il y a tout un certain nombre de ressources sur le centre de ressources de la FES. Donc là, si vous vous rendez sur notre site internet, je n'ai pas la page ouverte, mais vous pouvez voir un certain nombre de ressources et on va travailler à publier les résultats du projet étudiant pour qu'ils soient disponibles sur le centre de ressources. Voilà pour moi. Je m'arrête sur ça. Merci pour vos merci. Et puis, on vous retrouve pour un prochain webinaire du réseau, probablement maintenant en 2025. Et bon après-midi à vous tous. Bonne journée, au revoir.